On est des abeilles, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose. Nous, on cherche le sucre, on cherche le sucre de la connaissance. Mais en faisant ça, avec nos petites pattes cliquantes, on produit, qu'on le veuille ou non, on produit. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. D'abord, c'est un troisième capitaliste. Le premier était mercantiliste. Il reposait au fond sur l'économie de plantation, l'esclavage, la canne à sucre, l'indigo, etc. Il a duré jusque vers 1780-90. Le second, c'est le capitaliste de la révolution industrielle. Tout le monde le connaît, c'est la machine à vapeur, etc., les chemins de fer. Le troisième apparaît avec la révolution informatique. C'est du capitalisme, c'est pas ni du socialisme, ni demain on rase gratis, c'est merveilleux et tout. Mais la grosse différence, c'est que ce qui l'intéresse dans l'être humain, c'est pas simplement le muscle des gens, mais leur cerveau. Voilà, le capitalisme cognitif s'intéresse à notre activité comme individu vivant, interagissant avec les autres, et à notre activité cérébrale. Le capitalisme usait les travailleurs comme une vieille chaussette. Quand vous avez fini votre travail musculaire, vous êtes HS. Dans le capitalisme cognitif, ce que le capitalisme requiert, c'est que tout au long du processus, le cerveau continue de fonctionner. On ne se contente pas de faire travailler les gens dans un horaire précis. Dès qu'on a une profession intellectuelle, pensez à un chercheur, le chercheur ne travaille pas seulement quand il est devant son bureau. Il travaille chez lui, il travaille tout le temps, il pense machin. Et la consommation de l'attention est très fatigante et énormément de gens sont victimes de burn-out, c'est la maladie moderne. Dans le capitalisme qui produisait des objets, on faisait consommer aux gens des objets, mais enfin, on ne s'intéressait pas trop aux consommateurs. Et puis voilà qu'avec les moyens de l'Internet, il se trouve que la technologie informatique permet de tracer tous les comportements. Ça permet de faire ce que le marketing faisait difficilement. Au lieu d'aller interroger les gens et leur dire « Alors, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que là ?» On ne s'occupe pas de ça, parce que d'abord, ils racontent des bêtises. Si je vous demande ce que vous avez fait il y a 8 jours, vous allez me raconter n'importe quoi. Alors que là, c'est très simple, vous êtes connecté à des sites. Donc on sait ce que vous avez fait. Et quand on sait et qu'on ajoute tout ça, eh ben on commence à avoir une vision du marché potentiel qui est énorme. La deuxième chose intéressante, c'est que au lieu de s'intéresser à ce que fait un individu sur une machine, on s'intéresse à l'interaction entre les individus. Quand vous communiquez avec un téléphone ordinaire, un Nokia, quand il n'y avait pas d'application dessus, bon bah d'accord, vous échangiez des messages. Vous auriez pu le faire par pigeon voyageur autrefois. Mais quand vous avez un téléphone dit intelligent, vous partagez avec des copains des morceaux de musique, les photos, les contenus, puis arrivent les réseaux sociaux. Tout ça, c'est au fond, c'est de l'activité productive. C'est de l'interaction des cerveaux qui communiquent à travers un réseau. Des gens, par exemple de Microsoft, au début, Steve Ballmer, ne comprenaient pas ce que vendait Google. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce que c'est d'abord qu'une entreprise qui crée des services gratuits? Où est leur modèle économique? Google vend de l'interaction. Il vend des relations entre les gens, et c'est ça qui est décisif. Google propose un moteur de recherche gratuit, contrairement à Lycos ou d'autres qui s'étaient lancés dans des moteurs payants. Il est gratuit, vous pouvez effectivement chercher, et c'est très commode et tout le monde l'utilise. Mais en l'utilisant, vous livrez des informations et vous acceptez de les livrer. Et l'utilisation de ces données va permettre de mettre en place des services spécifiques. AdWords, AdSense, les services de Google qui rapportent de l'argent. Le réseau lui-même est productif. L'apiculteur, il obtenait du miel, mais très longtemps, on n'a pas fait attention au reste. Mais voilà,
le plus important, c'est l'opération qu'elles effectuent de pollinisation. Et cette activité inconsciente est formidablement d'abord utile, et ensuite, quand on l'évalue, c'est là où on a une surprise. La valeur totale du miel marchand qui est vendu sur la Terre, c'est à peu près, c'était de l'ordre du milliard de dollars. Et maintenant, essayons d'évaluer ce que vaut la pollinisation. Le GIEC donnait comme fourchette entre 255 et 555 milliards. Et là, je repasse de la pollinisation des abeilles à l'activité humaine. C'est la même chose, à savoir que les GAFA ont découvert le continent des externalités, des interactions qui sont hors marchandes, et ils en font un instrument de valorisation. Ils captent de la valeur de ça. C'est pour ça qu'ils sont terriblement efficaces. La richesse de Google, c'est quoi? C'est le nombre de clics qu'ils ont. C'est là-dessus qu'il faut construire un impôt. Et c'est ça que j'appelle une taxe pollen. Il faut que les GAFA payent leurs impôts dans le pays où elles réalisent les opérations, c'est-à-dire les pays d'où émanent les clics. Si on taxait d'un chiffre très faible, mettons entre 0,2% à 1, 2, même 5%, on ramasse de quoi rembourser la dette, faire face à toutes les dépenses de l'État et financer un revenu universel. Donc il faut revenir à une taxe sur le chiffre d'affaires. Et qui est une taxe sur quoi? Sur le pollen dont les GAFA font, non pas le miel, mais dont ils font leur beurre.